Je m'appelle Mathis, je suis en première 10. J'ai pris j'ai pris les spécialités AGGSP, SES et mathématiques. L'année prochaine, je garde AGGSP et SES. J'ai l'option euro-anglais. J'aime bien l'histoire, les sciences. Songe. Songe. Grave. Songe. Sur le générique, là. Songe. 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 Pour commencer, juste pour apprendre à mieux te connaître, on va faire un petit jeu en gros. C'est moi, je vais essayer de te décrire en 3 adjectifs. Et après, tu me diras ce que t'en penses, en mode si t'es d'accord ou pas. Pour commencer, je dirais que t'es quelqu'un de cultivé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Moi, c'est un petit peu à relativiser d'une certaine manière. C'est vrai que dans certains domaines, j'ai une certaine culture, mais il y a également beaucoup de domaines, comme par exemple la musique, le cinéma, etc., où ma culture est tout bonnement catastrophique. Ouais, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre pour te dire? Quelqu'un de plutôt calme. C'est vrai, c'est vrai. Je considère que des choses comme s'énerver, ça sert à bien peu de choses. Très souvent, ça fait rien avancer. Et donc oui, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez calme. D'ailleurs, une bonne partie de mes amis ne m'ont jamais vu énervé parce que je le suis pas. Et après, je dirais en dernier que t'es quelqu'un de réfléchi. Plutôt. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ah, mais dire oui, par là. oui, oui, c'est vrai. D'une certaine manière, je me pose plutôt beaucoup de questions, très souvent sans réponse, hein, parce que bon, on Ouais. fait ce qu'on peut. Mais oui, je pars très souvent dans des grands débats avec moi-même sur certaines questions. Donc après, et c'est vrai que j'aime beaucoup, genre, comment dire, j'aime bien le dicton la parole est d'argent, le silence est d'or. En Ouais. fait, c'est un dicton directement, c'est-à-dire qu'en fait, il faut beaucoup plus réfléchir que parler. Et c'est vrai que oui, je considère qu'il faut bien plus, en fait, réfléchir à ce qu'on va dire et réfléchir à des types de raisonnements avant d'exposer les dits raisonnements. Bah super. Et donc on va faire un autre truc pour apprendre aussi à mieux te connaître. Est-ce que tu aurais une musique préférée ou une musique qui représente ton mood du moment ou quelque chose comme ça? C'est Eyes Blue Like the Atlantic. Parce que, en fait, c'est fait par Pofu, qui est quelqu'un qui fait un style de musique qui s'appelle de la lofi. Et c'est un style de musique, je trouve, qui correspond bien à un petit peu une forme d'idéal. C'est-à-dire que c'est un style assez calme, un style en fait assez réfléchi dans lequel des choses comme les sentiments sont très mises en avant de par les paroles, donc de par une forme de raisonnement. Et donc j'aime énormément. Et en fait, la raison un petit peu plus profonde, c'est parce que j'ai redécouvert cette musique il y a 2 jours. Il était 2 heures du matin, je faisais du rangement, tout va bien. Et en fait, je sais pas comment, j'ai goûté de l'IP ou je sais plus quoi, je tombe sur cette musique et ça m'a rappelé, j'avais une très ancienne amie, auquel d'ailleurs j'ai reparlé. Et en fait, c'est elle qui m'avait fait découvrir cette musique il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et en fait, en la réécoutant, ça m'a replongé dedans. Ah Ça m'a ouais, je vois. replongé dans cette ancienne ambiance de la troisième, fin de quatrième. Et ça m'a rendu un petit peu nostalgique. Ça faisait longtemps que j'avais pas été nostalgique. Maintenant, on va passer un peu dans le vif du sujet finalement. Euh, c'est quoi la question que tu te poses le plus en ce moment? Comment est-ce qu'au fond le néolibéralisme s'est imposé en France? Alors au départ, le libéralisme, c'est une façon de penser, en fait une façon de gérer un petit peu la société, dans lequel on donne du pouvoir à la propriété privée et aux entreprises. Et donc le libéralisme, c'est de dire, bon, l'État n'a pas à avoir autant d'argent, on va donner plus d'argent aux entreprises. Pour faire ça un petit peu, on affaiblit l'État pour renforcer les entreprises, mais normalement, en fait, l'État garde sous sa main, on peut dire ça, les choses un petit peu primaires. Les hôpitaux, l'éducation, etc., ça reste sous les mains de l'État. Et le néolibéralisme, c'est de dire que non, l'État ne doit presque plus avoir aucun pouvoir et le marché doit tout réguler.
Donc en fait, même des choses comme les hôpitaux, même la police, etc., doivent tomber dans les mains du privé. Et le problème, c'est que le libéralisme, et encore plus le néolibéralisme, c'est une catastrophe pour la population. C'est génial pour la propriété privée, pour les grandes fortunes, mais pour la population, c'est une catastrophe. En France, les personnes pauvres sont passées de 8 millions en 2017 à 10 millions aujourd'hui. Parce que Ouais. même Emmanuel Macron a continué ouvertement cette politique libérale. Donc l'État a de moins en moins de pouvoir et on donne du pouvoir aux entreprises. Un bon exemple que j'en connaisse, c'est la situation dans les hôpitaux. Emmanuel Macron disait dans un de ses discours que le problème avec l'hôpital public, déjà juste le mot hôpital public, bon, c'est un peu un pléonasme vu que Ouais. l'hôpital, c'est... bon qu'importe. Il dit le problème avec l'hôpital public, c'est que il n'est pas rentable. Mais le principe, c'est Oui. pas que l'hôpital soit rentable, mais à ce moment-là, tu veux dire pareil de l'école. Non, mais regardez, les écoles sont pas rentables. Et donc, en fait, si on continue comme ça, bientôt, les hôpitaux, ça sera juste un petit peu pour voilà, les gens pauvres, etc., pour qu'ils reçoivent les premiers soins. Les cliniques, etc., ça sera pour ceux qui ont les moyens de le payer. Donc, ça accentue, Ouais. encore une fois, cet écart de classe, hein, on peut dire ça, hein, entre les plus riches et les plus pauvres. Et donc, en fait, tout le problème du libéralisme, c'est justement ça. C'est qu'à terme, ça amène à des inégalités, ça amène à une forme de lutte de classe, ce que décrivait Karl Marx, ça amène à que des problèmes. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fondement du libéralisme, c'est qu'en fait, on est attaché à des choses qu'on ne remet pas en question. Par exemple, je sais que c'est quelque chose, quand j'en parle autour de moi, c'est un petit peu tabou, mais la propriété privée. Quand on y pense 5 minutes, objectivement, la propriété privée, c'est un problème. Parce que la propriété privée, naturellement, ça pousse à la comparaison avec les autres propriétés privées. La propriété privée, par exemple, d'une entreprise, ça pousse à ce que ce soit toi qui concentre le pouvoir et concentre le capital de l'entreprise. Mais selon moi, par exemple, une entreprise ne devrait pas être possédée que par une personne. Ça ne va Ouais. pas du tout. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui fonctionnent. En fait, tous les salariés contrôlent l'entreprise, plus ou moins en pourcentage. Mais selon moi, ça devrait marcher comme ça serait d'ailleurs plus démocratique, vu que on parle de démocratie dans le paysage politique, mais pas par exemple en entreprise. Typiquement, quand on y pense 4 secondes, on travaille pour un patron, il choisit ce qu'on doit faire, remettre en question ce qu'il dit, c'est mal vu. Ok, on a signé un contrat, mais quand on y pense quelques secondes, c'est absolument pas démocratique. Surtout dans des entreprises où il y a par exemple des centaines de personnes qui travaillent. Comment ça, une personne choisie pour les autres? Bah écoute, c'était hyper intéressant en tout cas. Merci. On va passer à une autre question pour Mhm. avancer un peu. Comment te définirais-tu en tant que lycéen? Alors, je pense que je suis un lycéen, d'une certaine manière, engagé. Je trouve, personnellement, que je suis assez investi en tant que lycéen. J'ai toujours cherché à ce qu'il y ait une bonne ambiance en classe. Puis même, j'ai été éco-délégué. Donc je pense que voilà, je suis un lycéen Ok. engagé. Bon, on parlera de tes engagements plus tard dans une D'accord. prochaine partie. Aussi, est-ce que selon toi, tu penses qu'il y a une différence dans ton caractère quand t'es au lycée ou quand t'es avec ta famille ou avec tes Mm. potes Oui, énormément. Je change énormément parce que je porte énormément d'importance à l'apparence. Et surtout à ce que les gens pensent de moi. J'essaye de beaucoup travailler là-dessus. Mais c'est dur. C'est très dur. Et donc je porte mon importance et donc je change énormément de personnalité en fonction du contexte auquel je suis. Du point de vue de ma famille, je suis plutôt quelqu'un non, du point de vue de mes parents, c'est assez marrant vu qu'ils me voient comme quelqu'un de très insociable, qui traîne Mhm. avec pas beaucoup de gens, mais de assez gentil, serviable, etc. Après, pour mes amis, tout dépend de quel type d'amis. Si je suis avec des amis très proches, je vais naturellement être très à l'aise. Et là, je ne porte plus tellement d'importance à l'impression que je donne. Mais par contre, quand je suis avec des potes ou des gens que j'ai rencontrés depuis peu, là, je fais très attention à l'impression que je donne, à ce que les gens pensent de moi. Et surtout au lycée. Euh, voilà, je fais attention en fait. Mm. Même quand je me balade dans les couloirs, je me dis, donc là, la personne là, bon, alors je connais même pas son prénom, je sais pas qui c'est, mais
Quelle impression elle a eu. Et je sais pas pourquoi je me pose toujours cette question. En fait, je crois que c'est au fond, il y a un petit peu mon inconscient, pour des raisons obscures, qui est en mode faut faire attention, etc. Et à mon conscient qui dit mais c'est pas logique, Fuck donc it. ça va pas du tout ensemble. Et pour toi, ce serait quelle place et quelle importance que le lycée prend dans ta vie? Pour moi, le lycée, c'est à la fois un endroit où on apprend beaucoup de choses, et en même temps, c'est un endroit parfait de socialisation. C'est tellement simple, enfin comment dire, d'être avec des gens de son âge. Je trouve bizarrement que c'est plus simple de se faire des potes au lycée qu'en soirée. Parce qu'en soirée, tu sais pas tellement, la personne, je suis très très nul pour estimer l'âge des gens. Pour estimer l'âge, et puis au lycée, en fait, même on peut voir qui traîne avec qui, donc c'est beaucoup plus simple, je trouve, pour se faire des potes, des connaissances, découvrir des gens. Et est-ce que tu penses que le lycée a une plus grande importance dans ta vie que par exemple le collège ou la primaire, ou ça a autant d'importance? Alors, j'ai une mémoire à long terme, tout bonnement, catastrophique. Et j'ai, je pense, une quinzaine de souvenirs de toute mon école élémentaire. Ouais. Donc je ne saurais absolument pas dire quelle importance donner à l'école élémentaire. Et pour le collège, non, je pense que non, je donnais beaucoup moins d'importance au collège qu'au lycée. Je trouve au contraire qu'au lycée, étant donné qu'on devient plus âgé, on porte beaucoup plus d'importance aux gens autour de nous, à nos amis, etc. Et le lycée, c'est avant tout un endroit où évidemment bon, on peut les voir. Non, je trouve honnêtement que le lycée a une place beaucoup plus importante dans ma vie que le collège. Très souvent au lycée, on a plus d'amis, plus de potes, donc on les voit plus. Et puis les professeurs sont beaucoup plus spécialisés qu'au collège. Et donc oui, je trouve que le lycée est plus important. Et entre le lycée, la primaire ou le collège, si tu te rappelles un peu, c'est quel endroit où tu te sentais le mieux? Une école élémentaire. Ah ouais? En fait, les rares souvenirs que j'ai, je m'éclatais. J'étais dans un petit village au fin fond de l'Isère, un endroit où il y a plus de vaches que d'habitants. Et en fait, en école élémentaire, le sol de la cour, c'était un espèce de sable un peu bizarre. Et en fait, on avait fait un plan, mais de malade. On s'était dit, et si, en fait, on faisait des tunnels dans le sable pour pouvoir amener l'eau, en fait, quand il pleuvait. Et comme ça, on amène toute l'eau de la cour dans dans la même bouche d'évacuation. Et bah ça a marché. Mais ça va boucher les égouts. Oui. Et je me souviens qu'il y avait un camion qui avait dû venir et tout. C'était génial. Oh là là, les profs, ils avaient dû vous prendre pour des cons, genre vraiment. Non, honnêtement, en école élémentaire, en fait, je trouve qu'on se prend beaucoup moins la tête. Évidemment, au collège, il y a le début de l'adolescence. Donc on se pose beaucoup plus de questions, on réalise bien plus de choses. On réalise surtout que la vie, bah, c'est pas cool tout le temps. Alors qu'en école élémentaire, on se pose moins de questions. Oui, Il y a il y a moins de... l'insouciance. Voilà, quoi. On joue en école élémentaire, on rentre, on joue au Playmobil. C'est On croit encore au Père Noël. exactement. Et est-ce que t'as déjà rencontré des problèmes avec des élèves au lycée ou au collège ou en primaire ou subi un peu du harcèlement, des choses comme ça? Et si oui, est-ce que tu veux en parler ou... Honnêtement, je saurais pas dire. Mais je pense que j'ai jamais été harcelé. Mais Ah, non, plutôt cool, jamais eu, écoute. oui, j'ai jamais eu vraiment de problème. Je suis toujours assez bien. Enfin, toujours eu des gens voilà, qui m'aimaient pas tant que ça et inversement. Mais ça a jamais posé de problème. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre ce que tu apprends au lycée d'un point de vue valeur morale, etc., et ce que tes parents t'apprennent? Alors, ça dépend parce que mes parents se sont séparés très tôt. Et donc, j'ai eu un petit peu deux éducations. Même si, tant que ma mère avait la garde, j'ai beaucoup plus eu l'éducation de ma mère. Et donc, ça dépend parce que l'éducation de ma mère qui a vécu dans une famille très. Comment dire? J'ai pas envie de dire très de droite, mais très attachée, disons, à des valeurs traditionnelles. Traditionnelles selon leur définition de la tradition, évidemment. Donc ma mère m'a toujours appris des choses comme le respect, mais voilà, donc l'autorité, etc. Qu'il faut pas sortir des normes, qu'il faut faire attention à son avenir, etc. Et donc,
Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on apprend à l'école. C'est vrai, en fait. Mais par contre, du point de vue de mon père a toujours eu une éducation, mais tellement plus relaxe. Mhm. Ah non, mais c'est pas une prise de tête, en fait. Avec mon père, bon, bah, essaye d'être heureux. Après, faut que tu fasses gaffe de faire un métier que t'aimes bien, parce que tu vas bosser pendant 40 ans, donc t'as intérêt de bien aimer ton boulot. Voilà, c'est vraiment Bah écoute. respecte l'autorité, sauf quand ça te semble pas trop logique. Donc oui et non. Et puis après, je trouve qu'à l'école, on apprend je trouve un truc, par exemple, que m'a beaucoup appris ma mère, mais qu'on n'apprend absolument pas à l'école. On n'apprend absolument pas la remise en question. À aucun moment, on vous apprend à remettre en cause ce que dit le professeur. Il faut savoir que tout ce que vous apprenez à l'école et au lycée, Oui, c'est la vous- parole sainte, on va dire. Enfin, exactement. En fait, au lycée, tout ce que vous apprenez, c'est ce qu'on appelle des micro-compétences. Il y en a, je sais pas combien de centaines. Et quand on regarde toute la liste des micro-compétences au collège et au lycée, à aucun moment, il y a remise en question. C'est que apprendre telle chose, maîtriser telle chose, savoir argumenter telle ou telle chose. Il n'y a pas, à aucun moment, on me demande de reprendre potentiellement ce que dit le professeur. Non, ça ne se fait pas. Non, les sujets sont sacrés, la parole du professeur est sacrée, on ne remet pas en question ce que dit le professeur, on ne remet pas en question l'autorité du professeur. Alors qu'une bonne partie de l'éducation d'Allemagne, en fait, quand on voit les micro-compétences, c'est énormément. Ils ont en Allemagne, et ça je les envie, ils ont dans les micro-compétences la remise en question de l'autorité du professeur. je trouve qu'il y a vraiment un sujet où je trouve que les profs, ils ont trop d'influence sur notre avenir. Tu vois, par exemple, typiquement Parcoursup, il y a toute une catégorie où les profs remplissent plein de choses et tout. Il suffit que tu tombes sur un prof qui t'aime pas, bah ça y est, ton avenir est foutu, quoi. Et je trouve que qu'on accorde trop d'importance aux profs, alors que nous, élèves, on n'a jamais le droit de remettre en question la parole du prof. Et ça, je trouve qu'il y a un réel problème dans l'éducation nationale, où on est un peu dans un climat de peur constante de se rebeller contre le prof, parce qu'à tout moment, il peut défoncer notre avenir sans raison. Si tu devais garder un conseil, une valeur, une idée que tes parents t'ont transmis et dont tu es fier, ce serait laquelle? Dans n'importe quelle situation, soyez toujours respectueux. Quand vous êtes en train, je sais pas, vous parlez mal à quelqu'un, etc., si vous restez respectueux, déjà, c'est extrêmement classe. C'est très compliqué quand vous énervé contre quelqu'un, etc. Mais ça permet tellement d'un point de vue extérieur, de contrôler le débat. Quelqu'un qui reste respectueux dans un débat est presque toujours vu comme celui qui domine, en fait. Et pareil, quand deux personnes s'engueulent, celui qui reste le plus respectueux, c'est vu comme celui, en fait, qui a le plus raison. Alors peut-être pas du tout. Et du coup, si tu devais définir ou un peu nous expliquer, quelle relation est-ce que tu as avec ta famille J'ai une relation assez particulière. Parce que avec ma famille, en fait, ça dépend. Ça dépend grandement. Donc, du point de vue de ma mère, j'ai une relation assez sympa indirectement avec ma mère. C'est plus que... Non, ça va. J'ai une relation assez classique, je dirais. Après, je reçois pas tellement d'attention, mais bon. Ça me va, vu qu'en fait, de son point de vue, je suis quelqu'un d'assez insociable et tout. Donc, c'est un peu d'une certaine manière, je vois ça comme une certaine conséquence de cette impression que je donne. Donc du point de vue de ma mère, après, on parle beaucoup. Non, c'est assez classique avec ma belle-mère du côté de... Oui, parce que ma mère est avec une femme. Donc j'ai deux belles-mères, ça va être compliqué. Donc avec la belle-mère, ma belle-mère du point de vue de ma mère également, je m'entends très bien, on vit ensemble. Et après, j'ai un demi-frère, une demi-sœur du point de vue de ma mère. Donc mon demi-frère, qui s'appelle Gabin, qui vit avec nous, on s'entend c'est bien, Donc, plus ou question, moins. Oui. pour replacer ton demi-frère et Mhm. ta demi-sœur, c'est des enfants de ta belle-mère et de ta mère Non. ou juste des enfants de ta Ah belle-mère? non, non, c'est des enfants juste de ma belle-mère Ok. avec son ancien mari. Et donc, il s'appelle Gabin, il vit avec nous, il est assez gentil, il est vraiment, je trouve, c'est une bonne représentation de quelqu'un qui a toujours de l'énergie. Non, mais après, non, je m'entends très bien et ma demi-sœur ne vit plus avec nous. J'ai un frère, mais ouais, bon, les relations avec mon frère, bah, c'est pas fou. Il vit plus avec nous,
Mais je me suis jamais très bien entretenu avec lui. On n'a jamais eu de bonnes relations. Et après, du point de vue de mon père, c'est assez cool également. C'est-à-dire je trouve qu'il m'apporte objectivement moins de choses que ma mère, mais il est aussi une forme d'exemple dans le carpe diem. Il est vraiment, à chaque fois que je vais chez lui, donc il habite au fin fond de la campagne, vraiment, c'est vraiment barbecue, piscine, oh la vie. Dès qu'on parle politique, oh non mais Mathis, la politique, non. Tu veux pas faire une partie de cartes plutôt. Il est toujours très cool. Je réalise qu'on a rarement eu des discussions profondes avec mon père, mais non, c'est sympa. Et après, la belle-mère du côté de mon père, je m'entends également très bien avec elle, elle est très gentille, etc. Elle m'aide parfois vu elle est professeure, et elle m'aide notamment en français parce que je ne panne rien cette matière. Et elle a des enfants, donc elle en a trois, qu'elle a eu avant de rencontrer mon père, je tiens à préciser. Et donc ces trois enfants, le plus grand s'appelle Kevin, mais il vit plus avec nous. Et après les deux petites, ces deux filles, c'est Chloé et Mathilde. Et je me suis toujours parfaitement entendu avec elles, particulièrement avec Chloé. On a toujours beaucoup parlé. Et de toute façon, c'est une fille pas très sociable, mais avec moi, on s'entend très très bien. Elle m'a donné beaucoup de conseils, je lui en donne aussi beaucoup. Après, avec le reste de ma famille, je ne suis absolument pas proche. Du point Ouais. de vue de ma mère, le reste de ma famille, je les connais presque pas. Et du point de vue de mon père, encore pire. Est-ce que tu penses que vous seriez toujours liés plus tard ou que les contacts vont un peu se perdre Je pense totalement que les contacts vont se perdre. J'ai une vision très étrange, enfin, qu'on voit rarement, à des choses comme le respect. Comment dire, je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui justifient que leurs enfants doivent leur donner du respect parce que sans moi tu serais pas né, etc. Je suis Mhm. ta mère. Mais c'est un raisonnement qui ne tient pas. J'accorde du respect parce que ils me permettent de manger, d'avoir une chambre, de vivre en général, c'est sympa, sous leur toit, alors que c'est eux qui payent le loyer. Et donc c'est pour ça en fait que j'accorde une forme de respect. Donc je me pose de grandes questions quant à plus tard, si j'aurai mon appartement. Au fond, qu'est-ce qui me qu'est-ce qui va me pousser, je cherche profondément, qu'est-ce qui pourrait me pousser à continuer de maintenir les ponts. Bah, l'amour que tu leur portes. Je suis bien plus proche en fait de mes amis ou quoi que ce soit. Peut-être les revoir de temps en temps Ah, parce que... je pense oui que je les reverrai de temps en temps, mais je pense pas que je vais vraiment profondément maintenir les ponts. Et c'est pas du tout comme si j'en ressentais le besoin ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai toujours vu ma famille comme des gens sympas, parce que voilà, je vis chez eux, etc. Mais au fond, à long terme, non, je vois pas tellement l'utilité de maintenir les ponts. Et est-ce que tu sens, du coup, du fait que tu es une famille un peu recomposée, etc., une différence d'éducation euh, entre toi, tes demi-frères et demi-sœurs, peut-être d'un point de vue générationnel ou parce que vous n'avez pas forcément exactement les mêmes parents, etc. Eh bien, c'est assez marrant parce qu'en fait, ma mère, qui est avec une femme, cette femme-là donne à peu près la même éducation à ses enfants, et c'est pareil pour mon père. Donc en fait, j'ai pas eu cette sensation au sens il y a un traitement différent. C'était le même traitement qui était adressé aux trois enfants. Donc, et puis d'un point de vue générationnel, non, je trouve pas également ils ont presque tous à peu près mon âge. Donc, non, je suis bien tombé. Ok. Et est-ce que tu as l'impression d'être dans une période charnière de ton développement? Par exemple, est-ce que tu as l'impression que tu es en train de t'éloigner un peu de la pensée de tes parents, de frayer un peu ton propre chemin, de t'émanciper finalement? Oui, parce qu'en fait, ouais, j'ai vraiment l'impression, enfin, je vois très bien ma manière de voir le monde, ma manière de réfléchir, de porter de l'importance aux choses autour de moi, elle évolue très vite ces temps-ci. Et ça se tourne de plus en plus vers une forme d'autonomie. Je rêve un petit peu de plus d'autonomie ou quoi que ce soit. Mais et oui, je me détache de plus en plus du raisonnement des parents parce que d'un point de vue un peu plus sociologique, en fait, pendant une bonne partie de l'enfance, on ne fait que répéter en fait les raisonnements que l'on voit autour de nous. Et c'est après, à partir de l'adolescence, qu'en fonction des raisonnements qui est autour de nous, on se crée notre propre raisonnement. Et donc, oui, je trouve que mon propre raisonnement s'écarte de plus en plus des raisonnements qui y a autour de moi, et je suis de plus en plus influencé par d'autres façons de voir le monde,
puisque mes parents ont tous les deux une vision assez traditionnelle du monde. Je me tourne beaucoup plus vers d'autres façons. Je remets en question énormément des choses comme le bonheur, le fait de profiter de sa vie. Et oui, je pense vraiment être une période charnière. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais je me rends compte que plus tard, je vais porter de l'importance à la période que je vis actuellement. Et donc, pour un peu rendre hommage à mon moi du futur, je fais un maximum de choses ces temps-ci. Et ça impacte énormément, que ce soit aller à pas mal de soirées, voir beaucoup mes amis, passer beaucoup de temps avec ma copine. Et oui, tous ces facteurs-là, en fait, ça m'influence de plus en plus. Et désormais, je pense que je peux dire qu'il m'influence bien plus que ma famille. Et dernière question, est-ce que t'as des passions dans ta vie, des choses qui t'animent? Et si oui, quoi? Et tu peux développer si tu veux. J'ai énormément de passions. En fait, Trop j'ai cool. des passions et j'ai plein de choses qui m'intéressent. Alors, niveau grande passion, des choses, on peut en parler des heures. Politique, déjà. L'engagement politique, la vision de la politique dans la société française actuelle. Après, l'histoire, particulièrement le 19e et le 20e siècle. Après, la géographie. Et après, les sciences. Science dans ce sens premier, la compréhension du monde. Ça me dérange quand je vois un phénomène et que j'arrive pas à l'expliquer. Après, comme dernière grande passion, la géopolitique. Les enjeux des pouvoirs, de la puissance. Qui contrôle quoi, pourquoi, comment, quelles sont les ambitions de telle nation, pays, personne. C'est super intéressant. Et voilà. Ok, bah super. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, pour commencer, est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur? Et si oui, lesquelles? Alors, il y a beaucoup de causes qui me tiennent à cœur, mais après, j'ai rangé en deux grandes catégories. Déjà, des causes politiques. Je considère qu'en France, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et on devrait beaucoup plus mettre en avant des choses comme le collectif, essayer de sortir de cette logique libérale. Et donc je me bats pour ça et c'est pour ça que j'ai envie de rejoindre un, euh, un parti politique, à savoir qu'on peut rejoindre un parti politique à partir de 16 ans, pour tous ceux que ça intéresse, voilà. Mm. Donc je vais rejoindre évidemment un parti de gauche, parce que c'est un petit peu les seuls qui proposent ça dans notre pays. Et donc je me bats beaucoup politiquement et je trouve que j'ai la chance d'avoir énormément de débats vu que chez moi toute ma famille est de droite. Donc j'ai beaucoup de débats très intéressants sur parce qu'en fait pour ceux qui remarquent depuis un petit moment, il y a une forme de diabolisation de la gauche et il y a une dédiabolisation de l'extrême droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ne changent pas de programme, mais c'est juste en disant on est dédiabolisé, les médias petit à petit acceptent. Et donc on en vient aujourd'hui avec des membres de la majorité, des membres de la République en marche qui en viennent à dire qu'une alliance avec le Rassemblement national serait possible pour atteindre la majorité. Non mais sérieusement, on parle de l'extrême droite. Donc d'un point de vue politique, je défends évidemment une bonne partie de la gauche et je vais rejoindre donc un parti de gauche en fait. Et potentiellement, après ça va être rejoindre des manifs, etc. Mais ça passe également par transmettre autour de moi. Parce que c'est bien de placarder des choses, etc., de crier des slogans. Mais si on n'a pas un long débat avec une personne, c'est assez compliqué de la convaincre. Et donc voilà, je mets en avant le débat de toutes les idées en réalité, hein. Je supporte toutes les idées. J'ai des amis qui sont totalement opposés politiquement à moi. Et c'est bien, ça mène de grands débats très passionnants. Et après, je suis indirectement engagé, je supporte une vision pragmatique du monde. Et c'est d'ailleurs cette vision que j'aimerais transmettre à mes enfants. C'est une des principales raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai envie d'avoir des enfants. En fait, je réfléchis de manière très pragmatique. C'est-à-dire que je considère que voilà, la vie, c'est une question de bénéfice-risque. Mais absolument tout. Ça, c'est long d'expliquer, mais je me pose, ça passe par se poser des questions. Par exemple, juste le fait de venir ici. Je me suis posé la question, quels sont les bénéfices? Quels sont les risques? Est-ce que c'est rentable? Et alors, Et bah c'était c'est quoi extrêmement c'était rentable. quoi les bénéfices? Si tu veux venir, il y a pas mal de bénéfices parce que ça me permet d'une certaine manière de passer du temps avec toi. Deuxièmement, ça permet en fait déjà que je passe pas le reste de ma journée
dans ma chambre à regarder un débat politique, hein. Et donc oui, je soutiens cette vision. Parce qu'en fait, dans une vision pragmatique, ce qui est assez sympathique, c'est que en fait, c'est surtout pour les émotions. Quand je suis triste, je me pose la question, pourquoi suis-je triste? Et est-ce que c'est utile d'être triste? Parce qu'il y a de grandes utilités à être triste, hein, évidemment, ça Ouais. permet de faire passer les émotions, etc. Mais si je considère que ça sert à rien, je suis plus triste, C'est vrai? je te jure. T'arrives à te dire... Je contrôle très très bien mes sentiments. D'ailleurs, le truc, ça me pose un peu problème, c'est je suis amoureux de ma copine, mais l'amour, ça se contrôle pas. Ah voilà. C'est pour ça que ça me pose vraiment des problèmes, vu que ça se contrôle vraiment pas. Donc c'est-à-dire que même si j'établis, parce que j'ai déjà eu des sentiments pour d'autres gens, je me suis déjà dit objectivement, ça ne sert à rien d'avoir des sentiments pour cette personne. Ah si, ça sert à des choses d'avoir des sentiments pour les gens. Pour une amie qui est lesbienne. Non, là ça servait vraiment à rien, mais je pouvais pas y faire grand-chose. Mais ça égaye tes journées. Non, je considère des fois que ça fait grand-chose, mais je veux pas tellement gérer. Et donc par exemple, pour ma copine qui elle est plutôt... très, comment dire, elle contrôle pas du tout ses émotions. Et donc j'essaye de lui transmettre ça. Disant, par exemple, dès qu'elle est triste, pourquoi es-tu triste? Considères-tu que cette tristesse va t'apporter quelque chose? Et très souvent, non. En plus, petit bonus pour ceux qui seraient intéressés par cette façon de penser, Mhm. ça permet d'éviter des relations qui servent pas à grand chose ou des relations assez toxiques. Parce que vraiment, posez-vous profondément la question. Vraiment, je sais que c'est assez bizarre, mais pensez à tous vos amis. Je pense pas que vous en ayez 114, des vrais amis, on en a pas tant que ça. Mais pensez objectivement, est-ce que c'est utile de rester avec cette personne? C'est peut-être évident comme question, mais vraiment développez avec un débat pendant 10 minutes avec vous-même, et vous allez voir que vous allez arriver à des raisonnements super intéressants. Ah, au fond, même vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous traînez avec telle ou telle personne. Vous allez comprendre que par exemple vous traînez avec telle personne pour ses conseils, mais qu'il y a des avantages telle ou telle chose. Vous traînez avec telle personne pour l'attention qu'il vous donne. Et Par habitude. Par exactement. machin. Et des fois, vous arrivez à la conclusion pourquoi je traîne avec cette personne. Et là, c'est un gros problème. Ou alors, au fond, traîner avec cette personne a beaucoup moins d'avantages que de désavantages. À ce moment-là, il faut arrêter de traîner avec cette Ouais. personne. C'est ça, toi tu dresses des listes de pour et de Exactement. contre. Et c'est comme ça que j'ai établi qu'il y avait certaines de mes amies qui, au fond, bon, ne servaient pas à grand-chose, donc j'ai arrêté de traîner avec elles. C'était assez C'est ciao. radical. Ouais. Mais voilà, ça permet au moins de pas être bloqué dans une relation où au fond vous comprenez pas tellement. Et en plus, ça a de super avantages parce que même d'un point de vue amoureux, une bonne partie des couples, en fait, ce qui les tient, c'est l'amour. Et bah selon un point de vue pragmatique, ça va pas du tout. C'est pas sur ça que doit tenir une relation. Une relation, ça ne tient pas sur l'amour. Une relation, ça tient sur l'avantage qu'a chacun des individus de rester avec l'autre. Je Et trouve oui. ça trop sad. Et je cette suis façon désolé, de penser. mais moi c'est pour ça que je reste avec Julie. Parce que, je vous explique. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une relation qui est basée sur l'amour, mais où ça n'apporte pas tellement d'avantages aux deux? Ça part dans ce qu'on appelle une relation toxique. Tu restes avec la personne par amour, mais au fond, ça ne te sert à rien. Au fond, la personne peut même des fois te faire du mal, mais juste parce que tu considères qu'une relation est basée sur l'amour, tu vas rester avec cette personne. Je connais des couples qui sont pas du tout amoureux, mais leur couple va parfaitement bien. Pourquoi? Parce que ce n'est absolument pas basé sur l'amour. Je vais vous apprendre quelque chose, l'amour ça dure en moyenne 7 ans. Vous vous demandez, mais comment ils font les couples qui sont ensemble depuis 40 ans? Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est pas possible physiquement qu'ils aient encore des sentiments l'un pour l'autre. Donc en fait, ce qui se passe, Ou c'est des que sentiments mais différents de l'amour. voilà, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, ils restent, sans même s'en rendre compte, ce que fait leur inconscient, c'est qu'ils restent ensemble pour l'avantage que fait l'autre. Après, je sais que ça peut être assez dur, surtout quand on est amoureux de quelqu'un. Vu que là, c'est vraiment pour enlever tout l'aspect biaisé, c'est assez compliqué. Mais si vous êtes en couple, posez-vous la question, au fond, si je n'avais pas de sentiment pour cette personne, qu'est-ce qui m'apporterait? Et donc c'est comme ça que je raisonne, par exemple, avec Julie. Et donc Julie, je sais que même si je n'avais pas de sentiment pour elle, évidemment que je resterai avec elle, parce qu'elle m'apporte tellement de choses qu'en fait je reste avec elle pas pour les sentiments. Faut surtout pas rester avec quelqu'un pour les sentiments. Je reste avec elle pour ses qualités et pour ce qu'elle m'apporte, pas pour des sentiments qui de toute manière au bout d'un moment vont disparaître et qui peuvent amener, donc déjà vous biaisent, mais en plus peuvent amener à des situations très tristes. Selon moi,
enfin, ce que je remarque en tout cas, c'est qu'une bonne partie des couples qui sont malheureux, c'est juste parce qu'ils restent ensemble, parce qu'ils ont des sentiments. Comme si tu as des sentiments avec quelqu'un, tu dois sortir avec elle. Non, non. Déjà, les gens qui raisonnent comme ça, ils passent à côté tellement de couples. C'est-à-dire que selon eux, il faut attendre d'avoir des sentiments avec quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un. Et ça, c'est très triste. Non, tu te mets avec quelqu'un si tu te sens bien avec cette personne en couple. Si tu considères, par exemple, imaginez, vous avez un meilleur ami, machin, il est vachement sympa. Bon, un matin, vous vous levez et vous réalisez qu'en fait, si vous étiez en couple, bah vous préféreriez. Bah vous n'allez pas attendre d'avoir des sentiments pour lui, vous foncez. Parce que peut-être que lui aussi Mais il c'est va peut-être ce réaliser. qu'on considère. En fait, ça dépend de la définition qu'on a d'avoir des sentiments. Mais c'est peut-être quand tu disais oui, on reste avec quelqu'un parce qu'on se sent bien avec cette personne et tout, c'est peut-être aussi avoir des sentiments de se sentir bien avec cette personne. Ah non, je fais profondément la différence. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont assez perdus au niveau des sentiments, donc là, enfin, là-dessus, je ne saurais pas tellement dire parce que perso, je sais très bien faire la différence entre pour qui j'ai des sentiments, pour qui je n'en ai pas, à quelle intensité j'ai des sentiments pour ceux pour qui j'en ai, et surtout, qu'est-ce qui est différent des sentiments. Est-ce qu'il y a des ressources documentaires ou enfin documentaires ça fait vraiment très meuf du CDI mais en mode tu sais des comptes Insta, des livres, des trucs par rapport aux convictions que t'as dit juste Alors, au-dessus. je me renseigne énormément sur YouTube. Ouais. Je me renseigne très peu sur des choses comme Instagram ou quoi que ce soit parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans Instagram. C'est une question de tout doit aller très vite. Pour avoir suivi des comptes Instagram justement d'actualité ou de faits ou quoi que ce soit, tout est simplifié. Quand je vois, parce que faut savoir que sur des choses comme YouTube, les vidéos, bon, elles durent très souvent 10-15 minutes, mais au moins c'est très taillé. Par exemple, quand je vois des vidéos du monde qui expliquent en 10-15 minutes un élément, donc je vois, j'ai tous les éléments, etc. Puis après, je sais pas, je me balade sur Insta, je tombe sur un article du Monde qui parle du même truc, et je suis en mode, il y a un dixième des choses qui ont été dites, donc en fait, il y a beaucoup d'éléments communs, donc j'invite tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez vous renseigner ou quoi que ce soit. Personnellement, j'aime bien lire, mais plus trop ces temps-ci, et surtout pour tout ce qui est engagement, tout ça, je lis que très peu. Et également, j'aime pas tellement lire des articles en ligne ou quoi que ce soit. Je vous conseille vraiment YouTube, très bonne Ou les vidéo, très clair. podcasts. Ou alors, c'est vrai, des podcasts. Maintenant que vous avez ça, donc que regarder sur YouTube ou en podcast? Alors, je vous conseillerais bien toute la chaîne de Mediapart. C'est bien, parfois orienté un peu à gauche. Bon, Pas que parfois mais c'est pas grave. chut, on va rien dire, c'est pour essayer de ramener des gens. Je vous conseillerais bien en fait toutes les vidéos de Mediapart qui en priorité, il y a on peut considérer que c'est un journaliste Usul. Ouais. Il fait des vidéos sur Mediapart. Il fait d'excellentes vidéos, super bien montées, super explicatives. Vu qu'après, il y a des enquêtes de Mediapart qui durent 40 minutes. Où là, c'est un petit peu. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir, mais ça, je considère. Je C'est trouve que ça plus court qu'un épisode de Stranger Things donc à mon avis Ouais, vous mais je pouvez pense, regarder. je pense que ça intéresserait moins que des vidéos d'Usul qui durent quelque chose comme 10 minutes, qui parlent tellement de sujets comme par exemple la défiscalisation, l'indemnisation, l'état de la justice, l'état de la police, bref, beaucoup de choses très intéressantes, tout Mediapart. Après, également, si vous voulez quelque chose d'un peu plus, si vous aimez pas l'orientation politique, pas un truc de gaucho, je vous conseillerais bien, Je suis pas content. Oui, c'est aussi une chaîne de gauche. Bon, alors, Je suis pas content, c'est une chaîne humoristique tenue par quelqu'un qui est plutôt de gauche, honnêtement. Et il fait beaucoup de blagues politiques. Faut les avoir des fois les références sont assez obscures, mais très souvent ça me fait beaucoup rire. Il décrypte l'actualité d'un point de vue politique. Et après, bon, vraiment, si vous voulez vraiment de l'objectivité, encore une chaîne de... Non, je rigole. Si vous voulez vraiment de l'objectivité, je vous conseille Le Juste Milieu. C'est une chaîne YouTube qui parle de politique, presque que de politique, mais vraiment d'un point de vue... En fait, c'est pas qu'il est très objectif. C'est juste qu'il crache sur tout le monde. Mhm. Mais tout le monde, droite, gauche, centre, tous les politiciens, ils prennent cher sur sa chaîne YouTube. Et le juste milieu, j'adore ces vidéos, vu qu'en fait ça change quand on voit des événements. C'est vrai que, suivant énormément de chaînes de gauche, bon, au bout d'un moment, voilà, j'ai en mode, bon, il n'y a aucune critique pour la gauche. Je suis désolé, mais la France Insoumise, Mélenchon, enfin je les aime bien, mais il y a bien des petites critiques par-ci par-là.
Non, rien. Bon. Et par contre, le juste milieu sur tout le monde. Et après, je vous conseille également une chaîne qui s'appelle Blast, qui font des très bonnes analyses, parfois assez complexes, assez dures parfois à comprendre, mais c'est excellent. Ça permet d'avoir un avis très critique sur le monde, Qu'est-ce que tu penses de Brut? brut, et puis aussi combiné. Enfin, je vois ça dans une espèce de. C'est des nouveaux réseaux, mais spécialisés sur ta, tu vois, pas dans les médias, etc. Mais je regarde très peu, donc j'ai pas tellement d'avis. En vrai, moi honnêtement, je sais pas tellement. Autre question, est-ce que y a une ou des personnalités qui t'inspirent? En fait, je m'intéresse très peu à la vie d'une personne. Je sais pas comment dire, mais j'ai jamais lu de biographie. euh, une personne qui pourrait. Ah, si, je pense, je trouve admirable, c'est vrai que ça m'inspire un petit peu, la carrière de Adrien Quatennens. Je sais pas si vous voyez qui c'est, quelqu'un qui est chez La France Insoumise. Mhm. Il est un petit peu le numéro 2 derrière, derrière Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, en 2027, il va pas se présenter. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est Adrien Quatennens qui va se présenter. Adrien Quatennens, c'est un mec qui est né en 1990 ou 91, je ne sais plus. Et en fait, le truc incroyable dans sa vie, c'est qu'il était informaticien, tout va bien. Et en fait, il était à Lille, et quelque chose sur ses 21 ans, il s'est dit, bon, moi je vais faire de la politique. Et donc il s'est dit, je vais faire de la politique, il est rentré de la France Insoumise, aucune expérience politique, il s'est présenté Il en est tant trop que fort. député, il a gagné. Donc Adrien Quatennens, c'est un vrai exemple. Et puis je l'adore, il parle très très bien, il met des punchlines incroyables, il est très éloquent et il connaît parfaitement son sujet. Il a quelque chose comme la trentaine, mais sur n'importe quel sujet. C'est fou parce que en fait, en France, on considère que pour faire de la politique, il faut faire des études de politique. Et lui, il montre bien l'inverse, c'est qu'au début, normalement, le principe même de faire des études de politique, ça n'a aucun sens. C'est pas logique. La politique, c'est les gens, c'est tout le monde. Donc, t'as pas besoin de faire des études pour être tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Les études de politique, en réalité, ça crée une forme d'élite qui, eux, sont décalés de la réalité. Parce que pour aller à Sciences Po, il n'y a pas tout le monde qui peut y aller. Hein, c'est particulièrement les classes sociales les plus aisées qui ont beaucoup plus de chances, d'opportunités d'y aller. Et surtout qui sont le plus poussés par leurs parents. Et donc Adrien Quatennens, il montre bien ça. Lui, il a fait aucune étude politique, il a fait des études pour devenir électricien. Donc en fait, il vient, il dit bon, en fait, vous voyez, on n'a pas besoin de sortir des grandes écoles pour être intelligent. C'est parce qu'en fait, dans les grandes écoles, on apprend pas comme ça. C'est-à-dire que des choses comme l'économie, etc., ce que veulent les gens, bon, t'apprends ça sur le terrain. Ça me fait penser un petit peu à une phrase de Toinette dans le Malade imaginaire. À un moment, il y a Thomas Diafoirus qui a fait des études de médecine, etc., qui sort une longue phrase pour se présenter. Et il y a Toinette qui répond, bah voilà, voilà ce qu'on apprend dans les grandes écoles. Parce qu'en fait, cette longue phrase n'a aucun sens. C'est-à-dire que le mec, il a appris par cœur quelque chose, mais ça veut rien dire. Et en fait, par là, Molière, qui est l'auteur du Malade imaginaire, il critique le savoir en disant oui, bah, il y a des gens qui sortent des grandes écoles, mais en réalité, ils connaissent pas le terrain, ils apprennent juste des choses sans le remettre en question. Et ça me fait un peu penser à ça avec Adrien Quatennens. Ça montre bien que pour des choses comme la politique, on n'a pas besoin de faire d'école. Et le fait même qu'il y ait des écoles politiques, ça n'a aucun sens. Si tu devais avoir une conversation, genre être regroupé dans la même pièce avec 5 personnes, mortes ou vivantes, fictives ou réelles. Alors, en vrai, ça serait plus pour avoir des réponses historiques Ouais. qu'on s'est toujours demandé. Typiquement, Nicolas II. Bref, c'est un tsar russe. Donc pour faire simple, il arrive au pouvoir en 1905, et son père meurt et tout. Il est inexpérimenté en tant que tsar. Enfin, tsar, c'est les Ah ouais. empereurs de Russie. Et donc là, vous vous dites, ouais, non, mais inexpérimenté, mais à quel point? Alors le mec, non, mais c'est une catastrophe. En fait, pour se présenter en tant que roi, il fait une immense cérémonie où il promet du pain et de la bière pour tout le monde à Moscou. Yes. Déterminé. Donc il y a plein de gens qui viennent. Non, je crois que c'était à Saint-Pétersbourg, qu'importe. Il y a plein de gens qui viennent, etc. Sauf qu'en fait, évidemment, son peuple était affamé. Donc quand tu dis, ouais, pour ma cérémonie, il y aura du pain et du vin, du pain et de la bière pour tout le monde, bah, il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont Évidemment. agglutinées et il y a eu des milliers de morts
Yes. Parce qu'en fait, le sol, c'était des planches. En fait, il y a certaines planches qui se sont craquées. Et donc, en fait, les gens se sont enfoncés et se faisaient écraser par les autres. Horrible, le truc. Et lui, quand il a commencé à Un apprendre ça, fiasco. il est parti aller faire la fête avec des Français. Ah. Parce qu'en fait, il y avait des bourgeois français qui étaient là-bas, qui avaient proposé de venir à une fête. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a la conversation historique. Il était là. Il y a un mec, il part pour la fête des Français. Il y a un mec qui vient, qui lui dit il y a actuellement des centaines de personnes qui sont en train de mourir, etc. Est-ce qu'on fait quelque chose? Il a vraiment dit je vais faire la fête avec les Français, je reviens. Et il a fini mort, hein, de toute manière. Mais non. Et tué par des bolcheviks. Non, mais forcément, Ouais. il a fini Et mort. oui, bah, C'était comme, juste, comme toute la famille. Bah, et comme tout le monde, en sinon- fait, comme tout être humain. Exact. Non, mais oui, non, mais lui, il s'est fait assassiner. Oui. Après, comme autre personne. Honnêtement, je sais pas tellement mort, vivant. Oh, si! J'adorerais avoir une discussion avec mon personnage de manga préféré, Nier. C'est dans quel manga? Nier, c'est dans Death Note. Ok. Alors, pour situer Death Note, parce que pour ceux qui auraient, malheureusement, c'est pas grave, raté ce chef-d'œuvre. D'ailleurs, vous allez vous empresser de le regarder. Death Note, pour faire simple, c'est quelqu'un, il se balade dans la rue, et en fait, il s'appelle Light Yagami, et il trouve un cahier. Et en fait, dans ce cahier, si tu écris le nom de quelqu'un, la personne meurt. Et il commence à devenir un peu mégalo, en se disant, je vais purger cette planète de toutes les personnes que je considérais comme mauvaises. Et donc à ce moment-là, je deviendrai un dieu. Sauf que ça pose de gros problèmes, vu que ces gens-là n'ont plus de procès. C'est-à-dire que c'est Ouais. juste, il est accusé, il n'y a même pas de procès. Donc ça pose de gros problèmes. Et en fin de compte, il se fait arrêter. Et en fait, donc on a également le point de vue de la police, qui est suivi par deux grands enquêteurs, un qui s'appelle Elle, et après un qui s'appelle Nier. J'adorerais m'entretenir avec lui, même si théoriquement il n'existe pas, parce qu'il est super intéressant. J'aimerais aussi beaucoup m'entretenir avec Light Yagami, avec des grandes questions comme que considères-tu comme être un mauvais être humain? C'est ta vision. Qu'est-ce que tu penses du fait que la justice, euh, bah, la justice, c'est à elle de choisir, c'est pas à toi de choisir si quelqu'un est bon ou mauvais. Puis même la justice ne choisit pas si quelqu'un est bon ou mauvais en fait. C'est pas noir ou blanc le monde. Et après, pour les deux dernières personnes, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec genre Himmler. Pour savoir comment est-ce qu'on peut tomber autant dans le fanatisme et à quoi ça ressemble quelqu'un profondément fanatique. À savoir que d'ailleurs Himmler est la personne. Bah, tu peux nous replacer Himmler, peut-être, pour ceux qui Ah pardon, oui connaissent pardon, pas. Himmler c'est... alors pour faire simple, c'était un membre du parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a Cœur sur lui. Ah, cœur sur lui, hein. Il s'est fait pendre, c'est bien. Non, je suis bête, il s'est fait tuer lors d'un attentat par des Tchèques. Ah, faut pas faire chez les Tchèques. Hein. Himmler, en fait, c'est une personne qui était. C'était un très très proche du Führer. Et c'était quelqu'un qui était. Mais d'un niveau de fanatisme, vous n'imaginez même pas. Et en fait, ce mec-là, d'ailleurs, il a fait le geste en fait, qui a tué le plus d'êtres humains sur Terre. En fait, il faut savoir que jusqu'en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs, ils n'étaient pas tués directement. Ils étaient envoyés dans des camps de travail. Et ils mouraient petit à petit. Et en 1942, Himmler, il signe un papier qui dit que bon, maintenant les Juifs, on va tous les tuer. Parce qu'il y en a marre. Des camps, ouais, bon, les forcer à travailler. Et donc, en signant ce papier, il a tué à peu près 6 millions de personnes. Yes. Yes. Ou alors, un autre mec aussi, qui s'appelle Goebbels, qui était lui le ministre de la propagande allemande. Qui, dès qu'Hitler est arrivé au pouvoir, a commencé à faire de la propagande, le fanatisme, les Aryens sont supérieurs. Et lui, d'ailleurs, qui sera une des dernières personnes qui a vu Hitler avant de mourir, parce qu'il était dans le bunker avec Hitler. Et ce mec-là, avec sa femme, mais d'un niveau, vous imaginez pas le fanatisme, parce qu'en fait, il était dans le bunker. Fin de la Seconde Guerre mondiale, il est dans le bunker avec Hitler, sa femme et ses enfants. Il va demander à sa femme de... Plus grand, il y a les Russes qui arrivent. Il va demander à sa femme de tuer les enfants. Lui, il va buter sa femme et il va se suicider. Yes. Pour pas... parce que le Führer lui a demandé. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin de sa vie, il a prêté allégeance au Führer. C'est un mec, mais d'un niveau de fanatisme, c'est absolument n'importe Bah, il s'est quoi. fait endoctriner aussi. Et oui, je mais pense. justement, comment est-ce qu'on tombe dans un... Non, le mec, en fait, qu'on a ses écrits, il était... Mais il voyait Hitler comme un dieu. Comment est-ce qu'on... Je me pose vraiment une grande question. C'est peut-être notre société aujourd'hui assez individualiste, donc on a du mal à s'imaginer ça. Comment on peut tomber dans un tel fanatisme d'une personne? C'est...
la manipulation psychologique, je connais, Ouais. mais à ce point. Bon, bref, ça. Wow. Sombre époque. Est-ce que tu trouves qu'il y a des côtés... ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais un peu de ta vision de la société et tout. Et pour toi, quels seraient les côtés positifs et les côtés négatifs un peu de la société d'aujourd'hui Ah, alors là, c'est très intéressant. D'un point de vue négatif, il y en a pas mal. Parce que il y a des gros problèmes. Typiquement, l'individualisation de tout, ça pousse à la solitude. C'est-à-dire qu'en France, on souffre énormément de la solitude. Au Royaume-Uni et au Japon, par exemple, il y a un ministre de la solitude. Ah Oui, ça ouais. semble un peu marrant, mais en fait, non, il s'occupe, vu que c'est vraiment des gros problèmes. Et donc ça amène à tout ça, l'individualisation, le fait que les gens se voient de moins en moins. Il y a une statistique, en fait, qui est depuis 2017, le moyen de communication préféré des Français, c'est les messages. C'est plus la parole. Et ça montre bien qu'en fait, une bonne partie des échanges maintenant se font par un message. Ouais. Les gens Vraiment, hein. préfèrent rester chez eux. La Et technologie. là, vous dites, oui, non, mais ça, c'est mieux, c'est pour les gens pas tellement à l'aise. Mais le problème, c'est que pour des gens pas tellement à l'aise, bah, ils sont pas confrontés à des gens Ça en les face. enferme. Donc en fait, exactement, ça les enferme. Ouais. Et il y a d'autres problèmes, bah, le libéralisme en général, qui appauvrit aussi bien la classe moyenne et la classe la plus pauvre et qui enrichit les plus riches. Je tiens juste à préciser que les 50 familles les plus riches de France, durant les 5 dernières années, ils ont eu 257 milliards de plus. Yes. Pour que vous vous rendiez compte, là on se dit 257 milliards, est-ce que c'est beaucoup Pardon, non, pas du tout. Non, en un an et demi, désolé, pendant les 1 an et demi derniers, pas du tout les 5 dernières années, pendant les 1 an et demi derniers, selon le rapport Oxfam. Et donc là vous dites, non mais 257 milliards, ouais. Pour vous dire, une réforme qu'on entend beaucoup, la retraite à 60 ans. On dit que c'est n'importe quoi, ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte 27 milliards. Voilà, vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Et à cause du libéralisme, en fait, cet argent est concentré dans une élite qui tient. Et le problème, c'est que l'argent, ça donne du pouvoir. Donc ça donne une élite qui a trop de pouvoir. Et ça fait n'importe quoi. Sans même parler de le fait qu'une élite qui a trop de pouvoir, ça appauvrit les classes les plus pauvres. L'argent, il apparaît pas par magie. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des gens très riches, c'est qu'il y a des gens très pauvres. Donc ça veut dire que après, ça fait quoi des gens pauvres? Et les gens pauvres, ils se tournent vers quoi? Vers les extrêmes. Et après, on se retrouve avec quoi? Avec 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Donc bon, ça pose des problèmes. Et après, donc on entend des propos toujours plus extrêmes. La population devient nationaliste. Et ça c'est très dangereux parce que le nationalisme, c'est l'amour de ton pays, mais ça pousse à l'amour, ça pousse au fait que tu n'aimes pas les autres pays. Donc il y a une montée du racisme, etc. Tout ça, c'est lié en fait, d'une certaine manière. Et donc c'est des gros désavantages. Après, comme gros avantage qu'on a quand même dans notre société, c'est que les moyens de transport n'ont jamais été aussi développés. Si on vit dans une grande ville comme à Lyon ou à Paris, tu peux aller rejoindre ton pote super facilement, etc. Mais ouais, le métro, c'est une dinguerie en Mais vrai le quand métro, on y pense. c'est une invention tout bonnement incroyable. Et donc il y a tout ça. Et il y a également... En fait, c'est plus la rapidité en général. La rapidité des déplacements, la rapidité de l'information. Le domaine scientifique n'a jamais avancé aussi vite. Et ça, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils disent, mais non, mais avant, il y avait des gens comme Einstein ou quoi que ce soit. En fait, avant, le domaine scientifique, il n'était pas interconnecté. Imaginez la science comme quelqu'un qui marche. Une question de faire des fois, il fait des grands pas, des fois des petits pas. Bah là, il fait plein de petits pas, mais il en fait des centaines par jour. Donc en fait, il n'y a jamais... par exemple, pendant l'Empire romain, en fait, si tu faisais une découverte, c'était pour ta ville. C'est-à-dire que c'était dans la bibliothèque de la ville. Donc par exemple, tu avais des bibliothèques extrêmement remplies comme celle de Rome ou alors du Caire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on en a retrouvé pas mal. Et en fait, très souvent, ils découvraient tous les deux la même chose. Ils expliquaient ça différemment, mais ils découvraient de leur côté. Donc ça servait à rien. Ils passaient du temps à faire quelque chose qui était déjà découvert. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Royaume-Uni, quand ils ont commencé à faire leurs premières universités 18e, qui a permis la révolution industrielle en bonne partie au Royaume-Uni, c'est des grandes avancées. Parce qu'au 18e siècle, les Anglais, ils ont eu une idée. Ils se sont dit, mais on a des universités. Et si on faisait un réseau entre les universités? C'est-à-dire que si quelqu'un fait une découverte, bah, il prévient les autres.
et bah ça a avancé super vite parce que tu passes plus de temps à faire un truc si t'es déjà au courant. Bah ouais. Et donc ça a permis des choses comme la révolution industrielle. Et donc aujourd'hui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, toutes les connaissances mondiales sont interconnectées. Et donc il y a des avancées constamment dans des domaines. Bon, moi je ne connais pas dans les autres domaines, mais dans des domaines, par exemple, scientifiques, historiques, il y a des avancées de malades, mais chaque semaine. C'est-à-dire que quand, par exemple, si vous achetez un livre sur la physique quantique, très souvent il y a marqué l'année et le mois, juste pour dire où on en était à ce moment-là. Ouais. Parce que... Mais après, ça pose certains problèmes, vu qu'il y en a qui disent, enfin, beaucoup de philosophes expliquent qu'en fait, ça va tellement vite, on va pas pouvoir suivre. Et là, je suis assez d'accord, d'une certaine manière, parce que je trouve que dans notre société, il y a quelque chose qu'on oublie aussi énormément. Et là, je trouve, c'est quelque chose, faudrait constamment qu'on ait dans un coin de notre tête, c'est que on est juste des primates un peu évolués. Et en fait, on nous a mis à la tête d'une planète. Faut voir la situation comme ça. C'est-à-dire qu'on est des espèces de singes un peu bizarres. On a évolué pour des raisons un petit peu obscures et on a conquis une planète. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui est marrant quand je vois des choses comme le réchauffement, enfin, non, c'est pas très marrant, des choses comme le réchauffement climatique ou quoi que ce soit, je me dis, au fond, mais c'était sûr. Genre, on sait gérer une planète. On a 99% des humains qui ont vécu vivaient genre dans des savanes, chasser le mammouth. Là, ça fait que quelques milliers d'années qu'on a une avance technologique incroyable. On nous met à la tête d'une planète, on fait n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu normal. Et donc, c'était un peu évident qu'on allait faire n'importe quoi. Oui, Regardez la guerre ou quoi que ce soit. Théoriquement, ça n'a aucun sens. On n'est plus, j'allais dire, on est la seule espèce qui font des guerres. C'est faux. Oui. Et oui, on a observé au Zimbabwe une tribu de gorilles qui se sont fait la guerre. Seule observation d'une autre espèce que l'humain qui se fait la guerre. Mais c'était n'importe quoi. C'est deux groupes d'à peu près 20 individus, mais avec des kidnappings, des viols, des tueries. C'était horrible le truc. C'était et on a dû hyper trash. Et en fin de compte, on a dû en déplacer dans une autre réserve, un des deux groupes. Ah mais c'était n'importe quoi. Bref, comme quoi, on n'est pas les seuls, mais les guerres à grande échelle comme ça n'existe pas normalement, c'est pas logique entre espèces. Ouais. Et faites l'amour, pas la guerre. Une capote, ça coûte moins cher qu'une bombe nucléaire. Oh, bien. Ok, maintenant, dernière question de cette catégorie. Vas-y. Comment tu définirais la génération d'aujourd'hui? Et est-ce que tu trouves que l'image que les adultes ont de nous, de notre génération en tant qu'adolescence, est-ce que tu trouves qu'elle est vraie ou pas? Comment dire? Depuis les années 90 à peu près, l'information va beaucoup plus vite. Tellement plus vite que la génération d'aujourd'hui a rarement été aussi différente de l'ancienne génération. On voit très bien avec vos parents. C'est-à-dire qu'il y a vos parents et vos grands-parents, il y a un décalage, mais le décalage est encore pire avec nous parce que nous on vient d'une génération totalement différente. Tout va beaucoup plus vite, tout est accessible plus facilement, mais en même temps on est beaucoup moins heureux en réalité qu'eux. Et voilà, c'est toute une société totalement différente, les besoins sont différents, la société totalement différente. Et le truc c'est que, particulièrement en France, je trouve qu'on a un espèce de pessimisme chez les parents, dans le sens... Ouais, non mais la jeunesse aujourd'hui ça va pas, et les jeunes ils veulent plus bosser, ils veulent plus rien faire, ils veulent tout maintenant, de mon époque c'était pas pareil. Vous êtes pourri gâtés, surprotégés. Exactement. La faute à qui, j'ai envie de vous dire? Qui nous a éduqués? On se demande bien. Voilà. Non mais voilà, la jeunesse aujourd'hui, ils veulent plus travailler. Puis après le problème c'est que ce genre de discours, ça peut très vite amener à des discours assez racistes ou assez, anti-progressistes. Au sens, ouais, non, mais la communauté LGBT, mélanger. Alors là, je tiens à dire, le mélange des trucs. Je trouve vraiment que, c'est peut-être toutes les générations, mais les gens confondent très souvent. Genre très souvent le discours de ouais non mais la jeunesse est différente, qui est d'une certaine manière vrai, ça accompagne de ouais donc maintenant il y a telle chose, genre je sais pas, par exemple la communauté LGBT, et genre ça serait également un phénomène genre de société.
Ou maintenant, Ça va. maintenant on peut plus rien dire, c'est Oh, la mais police ça, de la pensée. Exactement. À mon époque, on pouvait fumer dans les bars. Ouais, et t'en penses aux personnes autour de toi qui ont chopé le cancer? Non mais aujourd'hui, on peut plus rien faire. Non mais regardez, on roule moins vite. Ça y est, on fait une toute petite blague, on est tout de suite taxé de raciste. Ah bah voilà, On peut plus rigoler. on peut plus rien dire. Est-ce que t'as de l'espoir envers notre oui, société? il faut rester optimiste. Je trouve que la nouvelle génération qui arrive, de toute façon, est beaucoup plus, bah, comme toujours, hein, est beaucoup plus alarmée sur les vrais problèmes de la société. À part certains, Bardella, je sais pas, il a connu il a 25 ans lui, mais il a rien compris. C'est pas bon, bref. Non, mais je trouve que la génération actuelle est beaucoup plus au courant des problèmes de la société, et je trouve que notre génération s'intéresse plus à la politique, mais ils participent moins. Parce que j'ai beaucoup de discussions avec des gens qui ne votent pas. Ah ouais? Et en fait, ça les intéresse, évidemment, on peut dire que c'est intéressant, mais c'est juste qu'ils ne se reconnaissent pas dans le paysage politique, vu que comme le monde a changé très vite, maintenant des personnages politiques juste de 50 ans, dès qu'ils parlent, t'es en mode... Il y a plein de gens qui sont apolitiques, voilà. c'est ça. Exactement. Non, je trouve que tout le monde a au fond beaucoup d'idées politiques, mais juste Oui, il y en a mais qui beaucoup se qui se reconnaissent pas. Exactement. Voilà, il n'y a pas assez de Parce représentation. que voilà, parce qu'en plus quand on voit quand on voit le paysage politique français, c'est un gros problème. C'est-à-dire que les gens sont assez âgés, surtout à notre époque. Déjà, Il les faut- extrêmes dominent. Exactement, il faut des gens jeunes, il faut des gens qui soient au courant des problèmes actuels. Et c'est fou, on sent cette déconnexion dès qu'ils parlent. T'es en mode, ah, vous venez d'un autre monde, quoi. Ouais. C'est bien, votre discours marche il y a 20 ans, quoi. Quand on voit Emmanuel Macron qui nous sort que avec l'écologie, le marché peut résoudre l'écologie. Ce qui est marrant, c'est que c'est un discours, même aux États-Unis, ils l'ont abandonné. C'est pas possible qu'on sorte ça en 2021. Il y a un. Ouais. Alors, ça va pas. Quand, par exemple, je trouve, typiquement, quand l'extrême droite parle de choses comme nation française, la fierté, les traditions, c'est tellement en décalage avec la réalité. Il y a beaucoup de gens qui votent François en réalité pour tout ce qu'ils veulent faire pour le pouvoir d'achat. Mais sur le point de vue purement la France, aux Français, le nationalisme, etc., c'est un discours mais qui n'a presque plus lieu d'être, quoi. On est dans une génération où tu peux parler à quelqu'un qui habite à 1000 km comme à quelqu'un qui habite à côté de toi. Est-ce que l'avenir, ça t'angoisse, ça t'effraie Oui et non. Oui, d'une certaine manière, d'un point de vue aussi bien d'un point de vue politique, particulièrement avec la montée des extrêmes, je ne sais pas quelle loi pourrait passer. C'est-à-dire que pour moi, les vrais problèmes en France, c'est qu'il y a des gens beaucoup trop riches qui ont donc beaucoup trop de pouvoir, il y a un problème de racisme, etc. Et aujourd'hui, le parti qui est au pouvoir et le Rassemblement national font pas grand-chose contre ça. Ouais. Et ne veulent pas faire grand-chose. Et les seuls qui veulent en faire grand-chose sont totalement diabolisés. Hein, pour reprendre les mots de Blanquer, Blanquer, il a quand même lâché que la NUPES, ce qu'il voulait, c'était une révolution soviétique. Non mais ça n'a aucun sens. Non mais je suis désolé, mais je n'ai pas pu pas réagir. J'ai envoyé un message à Blanquer, j'attends sa réponse. Mais il me répondra jamais. Mais parce que... T'as envoyé un message à Blanquer? Son Insta. Bref, non mais vraiment, si vous suivez les médias, vous avez vu qu'il y a une énorme diabolisation de la gauche. C'est même plus de l'extrême gauche, de juste la gauche. Et on n'écoute même plus. L'extrême droite, par contre, on l'écoute, on juge. Par contre, la gauche, on ne leur laisse même plus le choix d'exister. C'est n'importe quoi. Et donc, mais en même temps, je suis assez confiant parce que j'aime bien voir particulièrement la géopolitique avancer. Je sais que c'est très glauque vu qu'actuellement, quand on parle de géopolitique, on pense guerre d'Ukraine, annexion de la Crimée, expansionnisme russe, autoritarisme chinois, prise de Taïwan, Corée du Nord, bon, Hong Kong. voilà, Non. privation de liberté. Et oui, c'est la réalité. Libanais. Exact. Aussi. Israélo-palestinien. Israélo-palestinien. C'est vrai que oui, il faut le reconnaître. On n'est plus dans les années 90, on n'est plus dans les années 2000. On est passé depuis les années 2010 dans une période où les libertés et la démocratie dans le monde est en recul. C'est un fait, c'est observable. Bah c'est le monde. C'est le monde, il faut voir comment est-ce qu'on va réagir, il faut voir comment les choses vont évoluer, il faut essayer de gérer en conséquence. Puis après, mon avenir, je suis pas tellement inquiet vu que quand je serai adulte,
En fait, j'ai juste envie d'avoir un petit peu plus de pouvoir indirectement, potentiellement en devenant prof ou alors en me lançant en politique, mais essayer d'avoir un impact autour de moi. Et puis j'ai bien envie de voir les gens grandir, potentiellement fonder une famille. Vraiment, j'ai très envie de fonder une famille. Et donc non, en fait, je suis inquiet, mais en même temps pas inquiet. Ok. Et comment, dans un idéal, un peu dans une utopie, comment t'aimerais que le monde de demain soit? D'un point de vue planétaire ou Ouais, juste la France? d'un point de vue planétaire, Alors, d'un peut-être. point de vue purement planétaire, un monde juste où les gens sont heureux. Plus généralement, je trouve que c'est l'objectif, selon moi, de ma vie enfin, actuellement, c'est vraiment le bonheur. Et je pense que c'est l'objectif de beaucoup de gens. Un monde où tout le monde a le droit de s'exprimer, où il y a toujours des idées, où la démocratie est bien plus directe. Et voilà, voilà. Et après, en France particulièrement, ça serait suivre cette idée. En fait, c'est un petit peu généralisé, mais en vrai, la démocratie, dans la liste des régimes politiques et de leur existence, c'est une exception. Et évidemment, je défends la démocratie parce que j'ai toujours vécu en démocratie, etc. Au fond, quel est le but d'un régime politique? Au fond, c'est de rendre les gens heureux tout en maintenant leur liberté. Et est-ce que la démocratie, c'est le meilleur? Il semblerait que ça soit celui qui tend le plus, mais je sais pas si on a la légitimité, si on a assez de légitimité, par exemple, pour faire des guerres au nom de la démocratie, comme le font les États-Unis. Au fond, qui ils sont pour dire Ouais. notre système est meilleur que le vôtre, donc on va vous l'imposer. En fait, pour moi, un régime doit suivre ce que veut le peuple. Donc selon moi, faut attendre. On verra bien, de toute façon, ce qu'on nous donnera la jeunesse. Peut-être qu'on plongera dans une guerre nucléaire Ouais. généralisée. À ce moment-là, on pourra plus trop réfléchir. Franchement, notre jeunesse, je la trouve incroyable. Je trouve franchement, c'est la génération la plus ouverte. C'est la Vraiment? génération où on assume le plus. Je trouve les plus grandes des avancées qui ont été faites aujourd'hui par. Enfin, notre jeunesse. Quand je dis notre jeunesse, c'est plutôt genre, tu sais, une communauté, bonne partie LGBT, très ouvert, etc. Et bon, ce qui correspond en gros avec les gens avec qui je traîne. Mais ces gens-là, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Et ça, c'est fou. Typiquement, un des derniers grands tabous qui tenait dans notre société, qui est le tabou sexuel, c'est tellement incroyable d'être dans un groupe d'amis, par exemple, où ce tabou n'existe plus. Parce que ça permet tellement d'avancer, ça permet tellement de mieux comprendre beaucoup de choses, de pouvoir parler de plus de sujets. C'est génial. C'est tout bonnement incroyable. Je trouve que notre génération est bien. Et puis même plus généralement, j'ai un ami. euh, En fait, il est assez conservateur, disons. Et ben même lui, je trouve moins conservateur que les anciennes générations que ça. Ouais. Pourtant, il vient d'une famille catho-bourgeois. Ouais. Voilà quoi. Mais même là, je trouve qu'il y a des évolutions de partout. Mm. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, il y a une libération par exemple de la femme avec des trucs comme MeToo, etc. On le voit il n'y a pas tellement longtemps avec l'affaire Léo Grasset. Pour revenir sur l'affaire Léo Grasset, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, Dirty Biology, c'est une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation scientifique. C'est une chaîne D'où Dirty Biology d'ailleurs. voilà, qui est tenue par un certain Léo Grasset. Et ce mec-là, bah pour faire simple, il a violé des gens, quoi. Hein, Aucun cœur sur lui pour le coup. aucun cœur sur lui. Et en fait, ce qui m'a brisé, c'est que. Je sais pas si t'as vu la vidéo de Mediapart là-dessus. Si. C'est Mediapart. Ouais. Tu sais que je connaissais chacun des youtubeuses. Ouais, Chacune des moi aussi. youtubeuses. Particulièrement Manon Bril, que je suivais depuis. Quoi, 3 ans. Ça me brise le cœur. Et hein. Dirty C'était- Biology aussi, je le suivais c'était depuis trop des années. sad. Et presque chacune des anecdotes inventées, genre par exemple, enfin, anecdote, c'est horrible de dire anecdote, mais par exemple, ouais, voilà, donc il y a eu une agression sexuelle avant qu'il parte en Islande. J'étais en mode, je me souviens du jour où j'ai regardé Mm. la vidéo de son vlog en Ouais. Islande. Putain. Et c'est que des gens, que des youtubeurs que je connaissais. Et Ouais. j'ai en mode, oh, c'était dur. Mais non, je trouve que la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus au courant, beaucoup plus attachée à des valeurs comme par exemple l'égalité et la liberté qu'avant. Ouais. Comment tu te vois dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Qui à tes côtés? Quel travail?
quelle vie en fait tu imagines. Donc dans 20 ans, j'aurai théoriquement 36 ans, à moins que je sois mort renversé par un bus. Euh, Hyper joyeux le gars. je suis pragmatique, ok. T'es prévenant. Donc à 36 ans, je me vois bien être... mon rêve en fait c'est devenir enseignant-chercheur en histoire et en histoire du 19e et du 20e siècle. Donc je me vois bien, j'aimerais beaucoup être enseignant-chercheur, donner des conférences, etc. À 36 ans, je me vois bien aussi également être père d'enfants qui seraient, je pense, un petit peu grands. Enfin, je sais pas, je pense... j'ai bien envie d'avoir des enfants genre 28, 29, 30 ans à peu près. Donc ils auraient 6, 7 ans, voire peut-être 8. Et après avec qui je me vois bien être encore avec ma copine. Parce que ça fait, là, dans 3 jours, ça fera 2 ans qu'on est ensemble. Et ça se passe super bien. Vraiment, c'est une relation tout bonnement incroyable, terriblement saine, ce qui est génial. Et donc, j'aimerais beaucoup être encore avec elle. Peut-être même fonder une famille avec elle, c'est un objectif. Mais après, j'exclus pas la possibilité que je rencontre quelqu'un et que je réalise objectivement que être avec cette personne m'apporterait plus de choses qu'avec Julie. Ça m'étonnerait énormément. Mais faut pas exclure cette possibilité. Et voilà. Et après, j'aimerais bien être toujours en contact avec des amis, mais je pense pas tant que ça. En fait, j'ai déménagé 12 fois. J'ai l'habitude de changer d'amis. Euh, et donc, parce qu'entre mon père et ma mère, toujours beaucoup déménagé, tous les deux. Et donc en fait, à 36 ans, je pense que j'aurai toujours les... Je pense que je me serais fait de nouveaux amis, sûrement des collègues en fait de travail. Mais après, je pense, de temps en temps, je reverrai certains vieux amis pour voir comment est-ce qu'ils ont évolué psychologiquement. Qu'il y a, honnêtement, il y a la majorité des gens avec qui je traîne, je sais très bien que plus tard, en fin de compte, ils m'apportent des choses maintenant, mais plus tard, ils m'en apporteront bien peu. Mais il y en a certains, je sais pas pourquoi, mon cerveau est en mode, eux, Il plus y a tard, du il potentiel. y a, exactement, il y a du potentiel. Plus tard, je sens qu'il ira les revoir de temps en temps. Ouais. Et après, j'espère qu'à 36 ans, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire. Mais j'aimerais les faire, en fait... comment dire, en fait, il y a beaucoup de choses que j'aimerais apprendre et j'espère que j'en aurai appris un certain nombre. Par exemple, j'aimerais bien prendre des cours d'échecs, mais également faire de la randonnée, beaucoup de randonnée. J'adore la randonnée. Être au milieu d'une forêt avec personne pendant genre 3 jours. Également l'escalade. J'aimerais bien également faire l'escalade, apprendre. J'ai vraiment fait de l'escalade. Bref. De Alors, l'escalade, comme ça escalade en même temps avec ta voix. elle est forte. Mais également apprendre à faire, je sais pas, tir à l'arc, tout ça. J'espère que j'aurai pris le temps. Un vrai également. Robinson Crusoe finalement. Oh, non, c'est plus une forme de reconnexion avec. Pas de reconnexion avec la nature, j'aime pas ce terme. Tu crois en la décroissance? En gros, c'est une théorie qui se dit si on applique la décroissance, le monde se portera mieux, quoi. C'est Je sais pas. revenir à l'agriculture. Je sais pas, vu qu'en fait, ce qu'on réalise, c'est que presque toutes les sociétés, en fait, comment dire, une société très souvent, plus elle évolue, plus elle est heureuse. Donc en vrai, je sais pas. Non, franchement, j'ai pas tellement avis là-dessus. Et puis personnellement, enfin, c'est pas une question de croissance ou quoi que ce soit, c'est juste une question de. C'est même pas de la reconnexion avec la nature. Je sais pas, c'est juste je me sens bien en forêt. Ouais. C'est. En fait, c'est plus. Non, honnêtement, c'est plus une question qu'il y a personne. Voilà, en fait, des fois, j'aime bien être seul. Voilà. Ouais, je comprends. Mais parce que seul en ville, il y a des gens, il y a du bruit, etc. Là, Ouais. seul au milieu d'une forêt, et je sais pas, je trouve ça incroyable, il y a une forme de responsabilité de soi-même. T'es en mode, je gère actuellement ma propre survie. Quand je fais de la randonnée, ce que j'aime bien, c'est bizarre, hein, mais indirect, genre me perdre un peu. Mon père, il habite au fin fond de la campagne, il y a des avantages, c'est que tu peux te balader en forêt. Et des fois, je fais exprès d'aller dans un endroit que je connais pas. Je sais que j'adorerais faire de la randonnée, où genre, mon seul repère, c'est une boussole. Maintenant, on va finir sur une note un peu plus fun de Vas-y. notre podcast. Donc, je vais te demander ton film préféré, ton album ou CD de musique préféré,
ton livre préféré ou manga, BD, magazine. Et faut que tu faut que tu les pitches en moins de 30 secondes chacun. Déjà, on va faire sur le film. Après, pour l'album, j'en ai encore Ok, le film, t'es ready? Ok. 3, 4. Alors, mon film préféré, c'est Interstellar. Et Interstellar, c'est un film incroyable. Premièrement, parce que ça touche au sujet de la relativité générale. Et si vous aimez bien tout ce qui est science, tout, c'est incroyable. Ça explique assez bien. Deuxièmement, l'histoire est très bien réalisée. Il y a des rebonds scénaristiques incroyables. Tout le temps. En plus, le film, il a une excellente note. Voilà, donc il n'y a pas que moi qui pense ça. C'est Je fini. sais pas, ça a un rapport avec l'espace. Attends, mon album préféré. Oula, mon album préféré. Donc, mon album préféré, c'est Fenêtre sur rue de Hugo TSR. Alors, c'est un album de rap excellent. Qui parle. Alors, je peux vous conseiller une analyse d'une chaîne qui s'appelle Le Règlement, voilà, qui analyse beaucoup mieux que moi cet album. Vous mettez Le Règlement, Fenêtre sur rue. En gros, Hugo TSR, il parle de sa vie dans le 18e à Paris, dans le fait qu'il est d'une certaine manière cloisonné par, après, toutes ces politiques libérales, qu'il est cloisonné en fait un petit peu dans sa cité, et son rapport au monde et C'est fini. comment il envisage son avenir. Ok, très bien. Voilà. Et maintenant, pour finir, ta BD, livre, manga préféré. Alors là, mais sans aucune hésitation, Death Note. Mais tu l'as déjà Eh pitché. oui, je l'ai déjà pitché. Donc bon. Un autre Ah. Ou non, bah vas-y, dis-nous pourquoi on devrait lire Death Note. Absolument, genre 3, 2, 1. Alors pourquoi vous devriez lire Death Note? Premièrement, parce que c'est incroyable. C'est un argument. Deuxièmement, parce qu'en fait, c'est un livre qui permet de profondément remettre en question la vision de la justice. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'il y a deux visions de la justice. Entre les gens mauvais, ils doivent mourir ou pas. Et puis en plus, on suit des personnages qui sont extrêmement intelligents. Et une bonne partie du récit, c'est des développements qui sont souvent assez durs à suivre, mais ça permet de voir ce que c'est qu'en fait anticiper l'avenir. Il y a également Fini. un rap, Bah bien un joué, rapport Mathis. entre protagoniste et antagoniste qui est excellent. Bah en tout cas, c'était très sympa de t'avoir sur notre podcast. Bah, de Et même, on te laisse le mot de la fin. eh bien, je tiens à remercier évidemment Lena de m'avoir invité, participer à ce podcast. Je trouve que c'est une très bonne initiative qui permet en fait de mieux connaître les individus dans une société où malheureusement on ne cherche plus tellement à faire ça. Voilà, gros bisous.